70,000 people are here, and Bob Dylan is the reason for it. Inspired by the true story. For anyone who's gonna hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Are you a freak? Hope so. And starring Timothée Chalamet as Bob Dylan. He defied everyone. Turn it down! Play loud! To change everything. Make some noise, BD. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. A complete unknown. Only in theaters Christmas Day. Rated R. Under 17, not admitted without parent. This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. « 13 octobre 1977. Le vol 181 de la Lufthansa en provenance de Palma de Majorque et à destination de Francfort se trouve à la hauteur de Marseille. Le Boeing 737 a décollé des Baléares avec 86 passagers et 5 membres d'équipage à 11h. 30 minutes plus tard, 4 hommes, 2 Palestiniens et 2 Libanais, prennent le contrôle de l'appareil. Ils obligent le pilote à se dérouter vers l'aéroport de Larnaca, à Chypre. Par la radio de bord, les pirates de l'air expliquent agir en coopération avec la fraction Armée Rouge. Ils exigent la libération de 10 membres de la RAF détenus à la prison de Stamheim et de 2 Palestiniens emprisonnés en Turquie. Après une escale à Rome, l'avion se pose à Larnaca. De là, les pirates exigent de se rendre à Beyrouth. Mais les autorités libanaises ferment l'aéroport. L'appareil se rend d'abord à Bahreïn, puis il atterrit sans autorisation à Dubaï, avant de gagner Aden, au Yémen. On est le 17 octobre. Le détournement dure depuis 5 jours. Dans une ultime tentative, les pirates atteignent Mogadiscio, en Somalie. Le Boeing est immobilisé en bout de piste. Le 18 octobre, vers 2h du matin, des policiers d'élite allemands, des soldats des forces spéciales britanniques et des militaires somaliens donnent l'assaut. Les passagers sont libérés, sains et saufs. 18 octobre 1977. Prison de Stuttgart-Stammheim. Le surveillant principal récupère les clés des cellules du 7e étage du bâtiment. C'est là que sont enfermés Andreas Bader, Jan Karl Raspe, Gudrun Enslin, Irmgard Möller, membres fondateurs de la fraction Armée Rouge. À 7h41, le surveillant ouvre la cellule 716. Jan Karl Raspe gît sur le sol. Du sang s'échappe de son crâne, mais il est encore en vie. À côté de lui, un pistolet. Le gardien se précipite dans la cellule 719. Andreas Bader est couché par terre, la bouche ouverte, les yeux au plafond. Le leader de la RAF est mort. Un autre pistolet est posé à côté de lui. Dans la cellule 720, les matons découvrent Gudrun Enslin tendue au barreau de la fenêtre. Dans la cellule 725, Irmgard Möller est en boule sur son lit. Elle s'est poignardée avec un couteau de cuisine, mais elle est vivante. Les membres historiques de la RAF, groupe terroriste allemand des années 70, se sont suicidés quelques heures après l'échec du détournement du vol 181 de la Lufthansa. Andreas Bader est un enfant pénible, un de ces gosses convaincus que le monde tourne autour de lui. Comme l'avoue sa mère Annelise, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit vous l'aimez,
soit vous le détestez. Né le 6 mai 1943 à Munich, Bader n'a presque pas connu son père. Soldat de l'armée allemande, il est fait prisonnier en 1945 par les Russes avant de disparaître, corps et biens. Andreas n'en fait qu'à sa tête. Ses professeurs le jugent intelligent, mais paresseux et ingérable. Sa mère, sa grand-mère et sa tante le pourrissent de cadeaux. Elle l'élève comme un petit roi capricieux. Il refuse de se laver, ou s'entête à sauter des repas quand la nourriture ne lui convient pas. Pour des raisons obscures, il ne veut pas qu'on lui souhaite son anniversaire, ni qu'on fête Noël. Devenu adulte, Bader ne tolère pas la contradiction. Si quelque chose ne marche pas, c'est la faute des autres. La faute à leur incompétence. Colérique, il déverse alors des flots d'injures. Proche de la crise de nerfs, l'écume au coin des lèvres. À sa manière, Ulrike Meinhof est tout le contraire de Bader. Cultivée, sensible, intelligente, elle appartient à une vieille famille de théologiens protestants de Württemberg. Née le 7 octobre 1934, elle grandit dans l'Allemagne nazie et assiste à l'effondrement du Troisième Reich. Son père décède quand elle a 5 ans, victime d'un cancer du pancréas. Jeune veuve, Ingeborg Meinhof, sa mère, est contrainte de chercher un logement pour elle et ses 2 filles. Elle rencontre alors Renate Riemek, une étudiante en histoire de l'art. Le coup de foudre est immédiat entre les 2 femmes. Élevée par 2 mamans, Ulrike entre à l'école Notre-Dame d'Oldenburg, une institution administrée par des nonnes. Pour la jeune idéaliste qu'est devenue Ulrike, l'après-guerre est une lente et longue désillusion. Alors que se produit le miracle économique ouest-allemand, le gouvernement social-démocrate ne fait pas grand-chose pour purger l'administration des anciens cadres du régime hitlérien. En 1955, la gauche impose même le retour de la conscription et le réarmement du pays pour répondre à la menace du bloc soviétique. Un rideau de fer coupe l'Europe en 2, et la guerre froide succède à la barbarie nazie. Mai 1958, Hambourg. Ulrike rejoint l'Union des étudiants socialistes allemands, la SDS, et intègre la rédaction du journal estudiantin Konkret. Elle tombe amoureuse du patron du journal, Klaus Rölln, qu'elle épouse. Douée d'une plume alerte et d'un sens aigu de la formule, la jeune journaliste se fait vite remarquer. Ses prises de position contre la prolifération nucléaire la désignent comme une pacifiste. Son engagement politique la situe à gauche de la gauche, mais c'est surtout le passé douloureux de l'Allemagne qui hante ses convictions morales. Alors que la reconstruction est menée à un rythme effréné, la société allemande voit apparaître à la fin des années 50 de nouveaux citoyens. Des jeunes gens, portant les cheveux longs et des vêtements à la propreté douteuse. Ils sillonnent l'Europe en faisant du stop et se retrouvent dans des squats à Paris, Amsterdam, Hambourg ou Stockholm. Ces héritiers des beatniks américains ne sont pas du goût de tout le monde. Et surtout pas des conservateurs, qui voient d'un mauvais œil la multiplication de manifestations où on joue de la guitare, où on fume du shit et où on se persuade qu'on va changer le monde. Berlin-Ouest s'impose vite comme un point de fixation pour cette contestation désordonnée et utopique. Effrayés par la construction du mur, en août 61, des habitants quittent la ville. Les appartements vacants trouvent preneurs et des communautés se constituent. Si elle est sensible aux menaces de la guerre froide, Ulrike Meinhof est davantage préoccupée par l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. À mesure que l'armée américaine s'enlise dans ce bourbier, la machine de guerre se déchaîne contre la guérilla Viet Cong. Bombardements massifs, usage du napalm et de défoliants orange, destruction systématique de villages. Le conflit est diffusé en direct par les chaînes US.
Et soir après soir, les décomptes macabres monopolisent les journaux télévisés en Europe. Le raccourci est hasardeux, mais pour la journaliste, ce que les GI font dans le Nord-Vietnam est du même ordre que la terreur imposée par les SA allemands dans les années 1930. En 1961, Meinhof signe une tribune qui lui vaut une célébrité instantanée. Dans ce texte, intitulé « Hitler en nous », elle explique que des comptes doivent être demandés à la génération de ses parents pour leur comportement pendant la guerre. De la même manière, ajoute-t-elle, des comptes doivent être réclamés au gouvernement ouest-allemand pour sa politique pro-américaine. Soudain, Ulrike Meinhof devient une star des débats télévisés. Elle s'exprime avec passion, elle argumente clairement et se montre convaincante face à ses contradicteurs. Pour elle, la droite et la gauche, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Toute cette activité attire l'attention de la police, qui entend garder à l'œil cette jeunesse contestatrice. Le contre-espionnage allemand a réussi à infiltrer un de ses agents au sein du mouvement étudiant. Peter Urbach se fait passer pour un cheminot licencié et expulsé du parti de l'unité socialiste pour vol et pour d'autres petites arnaques. Urbach est un type plein de ressources, capable de tirer une voiture en un clin d'œil ou de se procurer un pistolet sous le manteau. Son rôle est de surveiller les étudiants, mais également de les inciter à un certain degré d'illégalité, voire de violence, afin de mieux justifier ensuite la répression. Andreas Baader n'est pas un idéologue. Ce qu'il aime, c'est l'action, l'adrénaline qui coule dans ses veines quand il tient une arme à la main ou qu'il conduit une caisse volée. Bien sûr, il a des convictions. Il déteste tous ces capitalistes profiteurs et il pense que les Américains n'ont rien à faire au Vietnam. Mais la politique, ce n'est pas vraiment son truc. La tête pensante du groupe est Gudrun Enslin, la fille d'un pasteur qui a vécu quelques semaines dans une bourgade méthodiste de Pennsylvanie. Elle a gardé de ce séjour la conviction que les Américains sont un peuple naïf et trompé par ses dirigeants. Depuis qu'il s'est installé à Berlin-Ouest, Baader estime que le groupe végète. Trop de soirées à discuter sans fin, trop de clopes dans les cendriers, trop de prises de tête pour se réveiller le lendemain avec le sentiment de n'avoir rien fait. Le jeune militant a envie que ça bouge, fort et tout de suite. C'est un fait divers qui va lui fournir l'idée qu'il cherchait. Le 27 mai 1967, un incendie se déclare dans le grand magasin L'Innovation à Bruxelles. Le bilan est catastrophique, 251 morts. Mardi 2 avril 1968. Il est 5h30 du matin quand Baader et Enslin arrivent en voiture à Francfort. Ils sont épuisés. Ils traînent plusieurs heures dans le centre-ville, puis se rendent au grand magasin Schneider. Ils montent au 3e étage, font le tour des stands d'ameublement, essaient des lits de camp et naviguent dans les allées avant de repartir sans rien acheter. Vers 18h30, un peu avant la fermeture, Baader et Enslin reviennent chez Schneider. Ils recommencent leur manège jusqu'à être sûrs de ne pas être observés par les employés. Au 1er étage, au rayon des vêtements pour femmes, ils dissimulent une bombe incendiaire sur une étagère. Puis, ils retournent au rayon ameublement, ils placent une seconde bombe dans un placard et sortent du magasin. Les 2 engins munis de détonateurs doivent se déclencher à minuit, lorsque personne ne sera dans l'établissement. C'est un vigile de nuit qui donne l'alerte. Des flammes lèchent le plafond du 3e étage et menacent de s'étendre au rayon des jouets situés au même niveau. Les pompiers interviennent rapidement. L'incendie est maîtrisé, personne n'est blessé, mais le montant des dégâts atteint 700 000 marks. Peu après 10 heures, le lendemain, la police de Francfort reçoit une information anonyme. Les auteurs de l'incendie criminel sont Andreas Baader, Gudrun Enslin et 2 autres complices. En quelques minutes, l'appartement où se cachent les 4 incendiaires est cerné par les flics.
Dans la voiture du couple, les policiers retrouvent des réveils démontés, des détonateurs et des morceaux de ruban adhésif. Le procès s'ouvre le 14 octobre 1968. Conscient du danger croissant, le gouvernement allemand veut aller vite et démontrer sa fermeté. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Bader et ses complices se voient offrir la tribune qu'ils espéraient. « Nous avons fait cela pour protester contre l'inaction des gens face au massacre des Vietnamiens », affirme Gudrun Ensslin. Ulrike Meinhof couvre le procès pour le journal Konkret. La jeune journaliste est impressionnée par la personnalité et la détermination de la fille de l'ancien pasteur. Le tribunal rend son jugement le 31 octobre, 3 ans de prison ferme. Une sanction plus sévère que celle anticipée par les chroniqueurs judiciaires. Même s'ils se retrouvent derrière les barreaux, les 4 condamnés ont réussi leur coup. La presse les désigne sous le titre de « bande à Bader ». Leurs noms et leurs photos font la une des journaux en Europe. En France, où les événements de mai 68 ont donné naissance à une génération contestatrice, le sort du groupe est suivi avec attention. Le leader étudiant franco-allemand Daniel Cohn-Bendit se montre critique à l'égard de Bader et de ceux qu'il appelle ses soldats. Il compare le jeune Allemand à un général autoritaire de l'armée soviétique. Incarcérée depuis le mois d'avril, Gudrun Ensslin reçoit plusieurs fois la visite d'Ulrike Meinhof. Les 2 femmes s'apprécient. Ensslin et Bader font appel de leur condamnation. Selon le droit ouest-allemand, l'appel a un effet suspensif. Les 4 détenus sont remis en liberté le 13 juin 1969, en attendant la décision de la Haute Cour fédérale prévue pour le mois de novembre. Andreas Bader retrouve la liberté. Avec un sens maîtrisé de la mise en scène, le jeune révolutionnaire quitte sa cellule, cheveux noirs et lunettes rondes à la John Lennon. Histoire de fêter leur libération, les membres du groupe organisent une soirée. Ils s'injectent de l'opium en partageant la même seringue et contractent la jaunisse. Malades et affaiblis, ils décident de faire profil bas. Bientôt, ils plongeront dans la clandestinité. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. With Lululemon, the real gift happens when your holiday checklist is complete. When you give them the softest loungewear set, you both get more moments like this. And this. And this. This holiday, Lululemon makes it easy to find last-minute gifts that bring presents. Open the moment. Shop now at Lululemon.com. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Novembre 1969. La Haute Cour fédérale rend son arrêt dans la condamnation des 4 membres de la bande à Bader. L'appel est rejeté. Libres depuis le mois de juin, ils doivent retourner en prison pour achever leur peine. Les avocats des condamnés forment alors un recours en grâce auprès du ministre de la Justice du Land de Hesse. Inquiètes, les autorités ouest-allemandes entendent faire un exemple. Le recours est, lui aussi, rejeté. Face à la fermeté de la justice, Gudrun Ensslin se montre intraitable. On ne retourne pas en prison, c'est hors de question. Dans une voiture volée, Andreas Bader, Gudrun Ensslin et les 2 autres condamnés quittent Berlin et se rendent à Hanau grâce à l'aide de complices.
Là, un autre véhicule les attend et les conduit à Saarbrücke. Puis, un contact les aide à passer la frontière française et à se cacher à Forbach, en Lorraine. Enfin, ils trouvent refuge à Paris, dans l'appartement de l'écrivain Régis Debray. Ancien compagnon de route de Che Guevara, le philosophe est alors détenu en Bolivie, où il a été condamné à 30 ans de prison. Pendant plusieurs semaines, les fuyards vivent dans le quartier latin. Ils se prennent en photo à la terrasse de café. Ils s'amusent de leur nouvelle coupe de cheveux courts et bien peignés. Toutefois, Bader ne tient pas en place. Il a besoin d'action. Lors d'une soirée est lancée l'idée de partir au Proche-Orient et de rejoindre un camp du Fatah, le principal parti politique de l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. Henslin se montre réticente. Elle a entamé la rédaction d'un livre. Elle voudrait rester en Europe. L'ennui est que, bientôt, Bader et les siens n'auront pas d'autre choix que l'exil. Sans la surveiller de très près, la police garde un œil sur Ulrike Meinhof. La journaliste est devenue une figure influente de la contestation. Très active, elle participe à différents mouvements d'opposition. Au début de 1970, elle s'installe à Berlin. Elle a quitté le magazine Konkret. Pour des raisons économiques, le journal a adopté une ligne plus modérée. Il a besoin d'attirer de nouveaux lecteurs pour survivre. Influencée par l'action non violente du pasteur noir américain Martin Luther King, Meinhof entame le tournage d'un film intitulé « Bamboulé ». Le terme, dérivé de la pratique africaine de la bamboula, désigne une forme pacifique de contestation en prison. Cela consiste pour les détenus à frapper contre les montants de leur lit à l'aide de gamelles en fer blanc. Février 1970. Andreas Bader et Gudrun Henslin n'ont pas vraiment le choix. Ils rentrent à Berlin. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Quand ils sonnent à la porte, Ulrike Meinhof ne les accueille pas à bras ouverts. Elle leur offre malgré tout l'hospitalité. D'abord froide, l'ambiance devient glaciale lorsqu'en début de soirée, Bader sort de sa poche des pastilles de LSD. Meinhof ne consomme pas de drogue. 2 ans plus tôt, elle a subi une opération du cerveau. Son système nerveux est fragile. Malgré tout, Henslin insiste et Meinhof se laisse convaincre. Dans le délire qui suit l'absorption des pilules, l'atmosphère change à nouveau. Pendant plusieurs heures, Henslin explique à Bader et Meinhof que la lutte armée et la violence meurtrière peuvent se justifier dans certaines conditions. Henslin et Bader passent 2 semaines dans l'appartement d'Ulrike Meinhof. Ils reprennent contact avec Peter Urbach. L'agent du contre-espionnage chargé d'infiltrer les réseaux de gauche propose de leur fournir des armes. Des pistolets de la Seconde Guerre mondiale conservés dans une caisse en bois. Le problème est que la caisse est enterrée dans le cimetière de Bukow, un village situé à une 50aine de kilomètres de Berlin, en territoire est-allemand. Quelques jours plus tard, à la nuit tombée, Bader, Henslin et Urbach se retrouvent devant une tombe. Bader se met à creuser. Au bout d'une demi-heure d'effort, il se rend compte qu'il n'y a rien. Ni caisse, ni arme. Gardant son sang-froid, Urbach joue les étonnés. Il ne comprend pas pourquoi les pistolets ont disparu. Quelqu'un a dû les voler. En colère, Bader et Henslin retournent dans leur voiture et rentrent à Berlin. Ils laissent Urbach se débrouiller. Il est 3h15 du matin. Bader a déposé Henslin dans une planque. Alors qu'il roule sur une artère du sud de la ville, une patrouille de police l'arrête. Contrôle d'identité. Le piège imaginé par Urbach se referme. Bader est conduit au commissariat voisin, et de là, à la prison de Berlin-Tegel, pour y purger le reste de sa peine. Dans les semaines qui suivent,
Ulrike Meinhof rend 5 fois visite à Andreas Bader. Le 30 avril, elle adresse au gouvernement de Berlin-Ouest la lettre d'un éditeur précisant qu'elle doit s'entretenir avec le détenu pour la rédaction d'un ouvrage biographique. Le gouverneur refuse la demande. L'avocat de Bader fait jouer ses relations et le gouvernement finit par accepter une rencontre entre la journaliste et le prisonnier. Une seule entrevue, précise-t-il. 3 heures dans les locaux de l'Institut des sciences sociales, un centre de recherche abrité par l'Université libre de la ville. Le rendez-vous est fixé au 14 mai à 9h. Cela laisse moins de 2 semaines pour organiser l'évasion. « 14 mai 1970, prison de Tegel. À 8h30, Andreas Bader est extrait de sa cellule dans le bloc 1 de la prison de Tegel. Il retire sa tenue de prisonnier et enfile ses vêtements civils. Les policiers qui l'accompagnent sont en uniforme et armés. C'est la procédure. La voiture qui transporte Bader se gare devant l'Institut à 9h30. Ulrike Meinhof est déjà arrivée. Les policiers se rendent dans la salle de lecture numéro 9, au 2e étage, où est prévue la rencontre. Ils vérifient les serrures. Ils s'assurent que les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes. Puis ils retirent les menottes qui entravent les poignets du jeune terroriste. Au rez-de-chaussée, la sonnette retentit dans le hall de l'Institut. Un employé ouvre la porte. 2 jeunes femmes lui font face. Elles ont téléphoné la veille pour consulter des archives dans la salle de lecture. L'employé leur indique que les consultations sont prévues pour l'après-midi. Les documents qu'elles ont demandés ne sont pas encore disponibles. Les 2 femmes disent qu'elles vont patienter et s'installent à une table dans le hall. Au 2e étage, Bader et Meinhof sont engagés dans une discussion animée. Ils fument clope sur clope. Ils semblent en désaccord. Du coin de l'œil, ils observent le flic chargé de les surveiller. Leur stratagème fonctionne. Ils donnent vraiment l'impression qu'ils sont en train de s'engueuler. Au rez-de-chaussée, l'employé de l'Institut entend des bruits suspects dans le hall. Il ressort de son bureau et découvre les 2 jeunes femmes en train de manœuvrer l'ouverture électrique de la porte principale. Avant qu'il n'ait le temps d'intervenir, un homme portant une cagoule fait irruption, suivi par une autre femme, le visage masqué, elle aussi. L'homme brandit un pistolet Beretta, muni d'un silencieux, et fait feu. Blessé, l'employé parvient à regagner son bureau et active la fermeture électrique des portes. Les 4 assaillants se précipitent vers la salle de lecture numéro 9. « C'est une attaque !» hurle l'une des jeunes filles. Au 2e étage, Bader et Meinhof entendent les cris provenant du couloir. Le policier chargé de les surveiller se lève d'un bond de la chaise sur laquelle il est assis. « Bouge pas ou je tire !» ordonne la femme cagoulée. Le policier se jette sur elle. L'homme asperge le policier de gaz lacrymogène. Le flic saisit son arme de service. Aveuglé, il tire 2 coups de feu au hasard. Les balles arrachent des morceaux de plâtre dans le mur du couloir. Bader se précipite hors de la salle de lecture. Il court jusqu'à une fenêtre, manœuvre la poignée et saute du 2e étage. Derrière lui, Ulrike Meinhof saute à son tour, aussitôt suivi par les 4 membres de la bande. Devant l'Institut, 2 voitures les attendent. Les moteurs rugissent. Quand les renforts arrivent, les fuyards sont déjà loin. Dans la soirée, la police diffuse un portrait robot d'Ulrike Meinhof. Cette évasion spectaculaire est du plus mauvais effet pour les flics, mais aussi pour le gouvernement ouest-allemand. Elle démontre que la bande à Bader n'est pas un simple groupe de militants d'extrême gauche. Il est capable d'organiser des opérations d'envergure et d'avoir recours à la violence armée. Dans les semaines qui suivent, des dizaines de perquisitions sont menées dans les milieux contestataires à Berlin, sans résultat. La raison est simple. Bader et ses complices ont quitté la ville. « 21 juin 1970. Quartier de Neukölln. Il est 6h30 du matin. Bader, Hensling et Meinhof
monte dans la ligne 6 du métro qui dessert la station de Friedrichstraße, à Berlin-Est. Depuis la construction du mur, c'est le seul moyen souterrain pour les Berlinois de passer en secteur soviétique. Les Vopos, les gardes frontières est-allemands, se montrent peu regardants quand ils contrôlent les faux passeports des 3 fugitifs. Bader, Ensign et Meinhof se rendent ensuite à l'aéroport de Schönfeld. Ils embarquent à bord d'un avion à destination de Damas, en Syrie. Sur place, ils sont récupérés par un de leurs contacts palestiniens. En voiture, ils rejoignent Amman, la capitale de la Jordanie. Moins d'1 heure plus tard, ils débarquent dans un camp d'entraînement palestinien. Les officiers instructeurs leur fournissent des treillis et des casquettes, mais Bader, toujours soucieux de son apparence, décide de rester en civil. Le lendemain, le réveil est difficile. 6 heures du matin. Une tasse de thé noir, quelques morceaux de pain et c'est le début des exercices. Jogging, tir sur des cibles et maniement de Kalachnikov. Le responsable du camp s'appelle Abou Hassan. Il est le chef militaire du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation paramilitaire responsable de plusieurs détournements d'avions. Peu habitués à la discipline, Bader et les autres sont soudain confrontés à la réalité d'une résistance armée et à une culture dont ils ignorent tout. Ensign et Meinhof bronzent nus sur le toit des bâtiments qu'elles occupent. Les Fedaïn, les combattants palestiniens, sont à la fois gênés et troublés. S'ensuivent des tensions et des disputes. Très vite, les Palestiniens comprennent qu'ils se sont trompés sur ces touristes qui seraient mieux sur les plages de Beyrouth. Le groupe est renvoyé à Berlin. Bien que malheureuse, l'expérience jordanienne n'a pas été inutile. Dans le désert, Bader et sa bande ont appris une chose essentielle. Ils doivent s'organiser et recruter des sympathisants. Face à cette nouvelle radicalité, le gouvernement ouest-allemand s'adapte dans l'urgence. Le Bureau fédéral d'enquête criminelle, le BKA, quitte Bonn, la capitale ouest-allemande, pour s'installer en région, à Wiesbaden. Son budget passe de 25 millions de Deutschmark en 1969 à 57 millions en 1971. Sur la même période, le nombre d'agents affectés à l'antiterrorisme augmente de 930 à 1800. Les perquisitions et les interpellations se multiplient. Pourtant, Bader et sa bande restent introuvables. Décembre 1970. Andreas Bader et Gudrun Enslin sont les leaders naturels du groupe. Mais comme souvent dans les organisations de gauche, la question du chef demeure un problème insoluble. Ayant intégré la bande tardivement, Ulrike Meinhof y occupe une place à part. Intellectuelle, disposant d'un solide bagage politique, elle se montre régulièrement critique à l'égard des décisions prises par le duo Bader-Enslin. Nous devons mieux nous préparer. Quand on débarque dans un endroit, il faut connaître le terrain. Nous devons mener un travail collectif en amont, explique-t-elle lors d'une réunion. T'es une connasse, rétorque Bader, dans un élan de colère. Le problème n'est pas l'organisation collective. Le problème, ce sont les erreurs individuelles. Le silence tombe sur la réunion. Francfort, 10 février 1971. L'agent du contre-espionnage, Michael Grunagen, est assis dans un restaurant de la ville. Devant lui, un bol de soupe fume tranquillement. À une table voisine, un homme et une femme se lèvent et sortent de l'établissement. Grunagen abandonne le repas, qu'il a déjà payé, et les prend en filature. Une fois à l'extérieur, il est rejoint par Heinz Simmons, commissaire de la BKA. Les policiers s'approchent du couple afin de contrôler leur identité. L'homme sort un pistolet. Simmons dégaine à son tour et fait feu. Le couple, qui appartient au groupe Bader, s'enfuit en courant. Personne n'est blessé, mais la fusillade fait la une des journaux le lendemain. L'incident marque un basculement. D'abord, le groupe change de nom. Il devient la Rote Armee Fraktion,
la fraction Armée Rouge. Ensuite, Ulrike Meinhof rédige un manifeste fixant les lignes idéologiques de l'organisation. Le texte s'intitule « Concept d'une guérilla urbaine ». Citant Mao Tse-tung, la journaliste écrit « Si l'ennemi nous combat, cela prouve que notre action a réussi ». Bientôt, la lutte armée va faire ses premières victimes. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Did you know that parents rank financial literacy as the #1 most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you can send money to kids instantly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Kids learn to earn, save, and spend wisely, and parents can rest easy knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Sign up for Greenlight today at greenlight.com/Spotify. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop last-minute deals now. Pour trouver de nouvelles recrues, la fraction Armée Rouge se concentre sur 2 groupes sociaux. Les étudiants, notamment ceux qui font des études de cinéma ou de sociologie, et les militantes féministes qui sont rompues à la contestation de rue. Cette féminisation de la RAF est l'angle d'attaque privilégié du quotidien à grand tirage, Bild. Ces femmes sont des amazones mentalement instables, autoritaires et lesbiennes qui servent d'esclaves à Andreas Baader, écrit le journal dans un éditorial. Cette attaque frontale inquiète Gudrun Enslin. L'activiste sait que ce genre de critique est de nature à trouver un écho dans l'opinion publique. Si les femmes se mobilisent et s'engagent de manière durable dans la lutte, elles réussiront à transformer le système, répond le groupe dans un communiqué. Quand ils ne sont pas occupés à éplucher les gros titres, les membres de la RAF lisent des bandes dessinées de Donald Duck. Dans plusieurs planques qu'ils perquisitionnent, les flics retrouvent des numéros de ces magazines pour enfants. Malgré ces découvertes, le ministre de l'Intérieur, Hans-Dietrich Genscher, se garde de sous-estimer Baader et Enslin. La fraction Armée Rouge n'a rien d'une bande de gamins inoffensifs. Le 15 juillet 1971, le Bureau fédéral d'enquête criminelle lance une vaste opération dans le nord du pays. 3000 policiers procèdent à des contrôles routiers systématiques. Vers 14h15, une BMW s'approche d'un barrage dans le quartier de Bahrenfeld, à Hambourg. Cette marque de voiture est celle que les membres de la RAF utilisent en priorité, en raison de leur puissance. Les policiers présentent leurs insignes à la conductrice. Prise de panique, celle-ci enfonce la pédale d'accélérateur et force le barrage. Bénéficiant du soutien d'un hélicoptère, les policiers se lancent à sa poursuite. Quelques kilomètres plus loin, la conductrice se gare et sort de la BMW en courant. Prise dans une impasse, elle ne peut s'enfuir. « Rends-toi, fais pas l'imbécile !» crie le chef de l'unité. Pour toute réponse, la conductrice sort un pistolet et ouvre le feu. Les policiers ripostent. La jeune femme est atteinte d'une balle sous l'œil gauche. Quelques minutes plus tard, une dépêche de l'agence allemande de presse annonce « Ulrike Meinhof, abattue ». L'information est démentie dans la soirée. La victime s'appelle Petra Schelm. Elle est la première activiste de la RAF, tuée par la police.
Cette mort est suivie par une autre quelques mois plus tard, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Il est un peu plus de 1h30 du matin. Ulrike Meinhof et 2 membres de la RAF, une femme et un homme, s'apprêtent à traverser un carrefour dans le centre de Hambourg. Une Ford banalisée de la police s'avance et leur fait des appels de phare. « Merde, les flics. Tirons-nous d'ici », lance Ulrike Meinhof à ses 2 complices. Les 3 activistes se mettent à courir. Le moteur de la Ford rugit. La voiture des policiers se porte à la hauteur des suspects. Le chauffeur effectue une manœuvre pour leur couper la route et immobilise son véhicule dans un crissement de pneus. Les 2 policiers sautent de la Ford et se lancent à la poursuite de Meinhof et de Gerhard Müller. Des coups de feu retentissent dans la nuit. L'un des policiers tombe à terre. Son collègue, touché au pied, tente de lui porter secours. Mais il est trop tard. Un message radio est diffusé à toutes les unités. Des voitures de flics sillonnent le centre-ville. Vers 2h30, une femme est signalée dans une cabine téléphonique près du lieu de la fusillade. Une patrouille se rend sur place et interpelle la jeune femme. Dans son sac, les policiers récupèrent un pistolet 9 mm. Conduite au commissariat, elle refuse de parler. Plusieurs heures sont nécessaires pour établir son identité. Il s'agit de Margret Schiller, une étudiante, membre d'un collectif de gauche qui a rejoint la RAF en 1970. Dans le récit qu'elle finit par faire des événements de la nuit, elle explique « Gerhard courait devant Ulrike, il s'est arrêté, il s'est retourné avec son arme et il a tiré. Le policier est tombé et son collègue s'est jeté à terre. J'ai entendu d'autres coups de feu. Ensuite, Ulrike et Gerhard ont disparu dans l'obscurité. Le policier abattu s'appelle Norbert Schmidt. Il est le premier membre des forces de l'ordre tué par la fraction Armée Rouge. » Une récompense de 10 000 Deutschmark est offerte pour aider à la capture du meurtrier. L'indignation se répand dans l'opinion publique. Renate Riemek, la mère adoptive d'Ulrike Meinhof, est désespérée par la violence dans laquelle sa fille a sombré. Dans une lettre publiée par le magazine Concrète, elle la supplie de mettre fin à cet engrenage meurtrier. « Abandonne, Ulrike. Tu n'es pas comme les gens pensent que tu es quand ils voient ta photo sur ces affiches de recherche. Tu le sais, Ulrike, toi et tes amis, vous ne pouvez vous attendre à rien d'autre qu'à de la colère de la part de la population allemande. » Contraint de fuir Berlin, puis Hambourg, le groupe terroriste se replie à Francfort. Les soutiens dont il bénéficie sont de plus en plus rares. Pourtant, en décembre 1971, l'écrivain Heinrich Böll publie une tribune dans l'édition dominicale de Bild. De manière maladroite, il tente de remettre les choses en perspective et minimise dangereusement la menace réelle de la RAF. « Cette guerre est celle de 6 personnes seulement contre 60 millions, affirme-t-il. Cette voix discordante ne trouve pas d'écho dans la classe dirigeante. Au contraire. Le chancelier Willy Brandt souhaite prévenir une éventuelle contamination d'autres formations politiques. Le 28 janvier 1972, il fait adopter une loi sanctionnant plusieurs membres du Parti communiste allemand, inéligibles pour des raisons de sécurité nationale. Sur le terrain, le bureau d'enquête criminelle poursuit sa réorganisation. L'ancien procureur de Nuremberg, Horst Herold, rejoint la direction du BKA, à Wiesbaden. Hans-Dietrich Genscher lui a promis tous les moyens dont il aurait besoin pour démanteler la RAF. La première idée d'Herold est d'améliorer la collaboration entre la police fédérale et les autorités régionales. Son ambition est de transformer le BKA en une sorte de FBI allemand. En 8 années, Herold constitue d'immenses fichiers. Il collecte des données sur plus de 4,5 millions de personnes et 3000 organisations. Les empreintes digitales et les photos anthropométriques de 2 millions de citoyens sont archivées. Ne disposant d'aucune ressource, les militants révolutionnaires deviennent alors des braqueurs de banques.
Le 22 décembre, 4 membres de la bande attaquent une succursale à Kaiserslautern. Butin, 100 000 Deutschmarks et des devises étrangères pour un montant de 35 000 marks. Le 21 février, ils remettent ça à Ludwigshafen et repartent avec 285 000 marks. Pour justifier ces actes de banditisme, le groupe invoque la guerre du Vietnam. En mai 1972, les Américains minent les ports du Nord-Vietnam. « Ils ont le droit d'utiliser des bombes, alors nous aussi », décrète Gudrun Ensslin. Le cycle de la violence subit un brutal coup d'accélérateur. Le 11 mai 1972, 3 bombes artisanales explosent entre 6h59 et 7h02 devant le mess des officiers du 5e corps de l'US Army à Francfort. Les vitres volent en éclats, des portes sont arrachées, la salle de restauration est dévastée. 13 personnes sont blessées par des éclats de verre et 1 personne est tuée. La RAF revendique la responsabilité de l'attaque. Les Américains doivent savoir que leur crime contre le peuple vietnamien leur vaut de nouveaux ennemis et qu'ils ne seront en sécurité nulle part dans le monde. Le lendemain, peu après-midi, 2 engins explosent devant les bureaux de la police d'Augsbourg, blessant 5 fonctionnaires. 2 heures plus tard, une Ford chargée d'explosifs saute sur le parking de l'antenne régionale de la BKA à Munich. Le 15 mai, une bombe explose sous la voiture d'un juge à Karlsruhe. Sa femme, qui se trouvait au volant, est blessée au bras et aux jambes. Le 24 mai, à 18h10, 2 voitures piégées sautent à quelques secondes d'intervalle devant les bâtiments qui abritent le siège européen de l'armée américaine à Heidelberg. 3 soldats américains sont tués et 5 autres blessés. Sous l'autorité de Horst Herold, le BKA déclenche la plus grande chasse à l'homme jamais organisée en Allemagne. L'opération Watersplash. Le 31 mai 1972, tous les hélicoptères de la police ouest-allemande sont mobilisés pour quadriller l'ensemble des grands axes routiers du pays. Les barrages et les contrôles d'identité provoquent des embouteillages monstres. Mais toute cette démonstration de force ne donne que peu de résultats. En fait, les flics vont voir leurs efforts récompensés grâce à une discrète opération de surveillance qu'ils mènent depuis des semaines. 1er juin 1972, Francfort. Une Porsche se gare devant un garage du centre-ville. Andreas Bader et Holger Mainz sortent du véhicule et pénètrent dans le bâtiment. Jan-Karl Raspe reste dans la voiture pour faire le guet. Dans son rétroviseur, Raspe aperçoit soudain 2 policiers qui s'approchent. Il sort un pistolet de la poche de son manteau, ouvre d'un coup la portière et se met à courir. Au bout de quelques mètres, il se retourne et fait feu. Les policiers ripostent sans l'atteindre. Raspe s'enfuit entre les maisons et gagne un jardin. C'est là que l'attend une seconde équipe. Les flics surveillaient le garage depuis des semaines. Cerné, le jeune terroriste lève les mains et se rend. À l'intérieur du garage, Mainz et Bader ont entendu les coups de feu. Mainz fonce vers une porte latérale, mais le piège s'est refermé. Un policier armé se tient au bout de la rue. En quelques minutes, les renforts de police sont sur place. Près de 150 hommes mettent en place un dispositif sous la direction du patron du BKA. Pendant près de 2 heures, les policiers tentent de négocier avec les 2 terroristes. Un véhicule blindé est dépêché sur place afin d'empêcher une sortie en force. Des tireurs d'élite sont postés au 3e étage d'un immeuble situé en face du garage. De leur poste, les policiers ont une vue parfaite sur toutes les fenêtres du garage. Réglant sa lunette télescopique, l'un des tireurs annonce qu'il a Bader et Mainz en ligne de mire. Il demande l'autorisation d'ouvrir le feu. Après plusieurs échanges radio, l'autorisation est donnée. Le tireur d'élite presse la queue de détente. Dans le garage, Bader tombe à terre en hurlant. Rendez-vous!
Il n'y a aucune issue. Crie le patron de la BK dans son porte-voix. Mines et Bader jettent leurs armes au sol et ouvrent les portes du garage. Les caméras des chaînes de télévision arrivées sur place filment la scène. Mines s'avance les mains en l'air. Bader, lui, peut à peine marcher. La balle lui a traversé la cuisse. C'est la fin de la cavale. Le leader terroriste est évacué vers l'hôpital universitaire de Francfort. Apprenant la nouvelle par la télévision, Gudrun Ensslin quitte Francfort en voiture et se rend à Hambourg, où elle rejoint Ulrike Meinhof et plusieurs autres membres de la RAF. Quand elle arrive à la planque, Ensslin trouve la journaliste dans un profond état de dépression. Pendant plusieurs jours, le groupe réfléchit à ce qu'il doit faire. Le plus urgent est de changer d'apparence. 7 juin 1972. Gudrun Ensslin se rend dans un grand magasin du centre de Hambourg. Dans la cabine d'essayage, elle retire sa veste et essaie plusieurs modèles. Récupérant des articles pour les remettre sur des cintres, une vendeuse prend par inadvertance la veste d'Ensslin. Celle-ci lui semble anormalement lourde. Vérifiant le contenu des poches, la vendeuse découvre un pistolet. Discrètement, elle retourne à la caisse et alerte la police. Deux patrouilleurs arrivent dans la boutique et vérifient le contenu de la veste. Ensslin tente de se débattre, les policiers la maîtrisent. L'activiste est transféré à la prison d'Essen. 15 juin. Contrainte d'improviser, Ulrike Meinhof s'enfuit à Hanovre. Un membre du groupe lui a donné le nom d'un prof d'histoire géo. Meinhof ne le connaît pas, mais elle a besoin d'un endroit pour dormir. Peu après minuit, elle sonne à la porte d'un appartement. L'enseignant lui ouvre. « C'est l'affaire d'1 ou 2 jours », le supplie Meinhof. Le gars hoche la tête. Au matin, la journaliste se retrouve dans la cuisine avec la compagne de l'enseignant. Cette dernière sort sans dire un mot et retourne dans le salon. « Tu dois aller trouver la police », chuchote-t-elle à son compagnon. L'enseignant hésite. Il n'est pas une balance. À 18h, 4 officiers de police sonnent à la porte de l'appartement. Une femme leur ouvre. Elle est vêtue de noir et ses cheveux sont en bataille. Un policier lui saisit le bras. Meinhof tente de se débattre. Elle n'est pas de taille. Cette fois, tous les membres fondateurs de la bande à Bader sont sous les verrous. Pourtant, la RAF est loin d'être démantelée. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Ford Pro FinSimple offers flexible financing solutions for all kinds of businesses, whether you're an electrician or run an organic farm. Because we know that your business demands financing that works when you need it, like when your landscaping company lands a new account. Wherever you see your business headed, Ford Pro FinSimple can help you pursue it with financing solutions today. Get started at fordpro.com/financing. From your fryer to the table, it's a quick trip for crispy fries. But how about a crosstown delivery? McCain SureCrisp fries are designed to go from fryer to container to carrier to passenger seat across town during rush hour down a shortcut that wasn't all that short to a doorstep before they hit the table. And that first bite, the crispiness speaks for itself. To the last bite, McCain SureCrisp fries. Go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery. Pendant la première année de leur incarcération, les membres de la bande à Bader sont séparés les uns des autres. Andreas Bader est interné à Schwalmstadt. Gudrun Ensslin se trouve à Essen et d'autres sont envoyés à Hambourg, Rastatt
et Wittlich, Ulrike Meinhof est emprisonnée à Cologne. C'est elle qui subit le régime le plus sévère. De juin 1972 à février 1973, elle est détenue dans une cellule d'isolement acoustique du quartier des femmes. Elle ne peut recevoir de visite que de sa famille, à raison d'une demi-heure tous les 15 jours, en présence d'un gardien. Face à ces conditions de détention, les membres de la RAF observent un comportement strict. Pas un mot aux policiers, pas de provocation à l'égard des matons. De manière assez ingénieuse, ils mettent au point un système de communication en utilisant des pseudonymes empruntés au personnage du roman Moby Dick d'Herman Melville. Les messages sont transmis via leur avocat autorisé à leur rendre visite, afin de préparer leur défense dans l'attente de leur procès. C'est par ce moyen qu'ils entament une première grève de la faim à l'automne 1972. Se présentant dans la presse comme des victimes, ils comparent leur sort à celui des détenus des camps nazis. Cette première tentative est un échec. Les détenus y mettent fin au bout d'une semaine. Une seconde grève de la faim est lancée au printemps. Pendant 6 semaines, du 8 mai au 29 juin 1973, ils refusent de se nourrir. Cette fois, ils réussissent à enrôler une quarantaine de prisonniers, dont certains ne font pas partie de la RAF. Depuis leur cellule, les membres de la bande mènent une guerre médiatique. Si l'un d'eux mourait, les faits seraient dommageables pour le gouvernement de Willy Brandt. Leurs revendications sont simples. Des conditions d'incarcération moins strictes, plus de visites extérieures et un regroupement des membres de l'organisation qui se considèrent comme des prisonniers politiques. Cette seconde tentative est également un échec. Au cours des mois suivants, le groupe organise une 3e grève afin de forcer la main des autorités. La tentative démarre en septembre 1974. Elle va être tragique. Pendant ce temps, les rouages de la machine judiciaire tournent à plein régime. Le procès qui se prépare en Allemagne est celui de la décennie, pour ne pas dire plus. Le 2 octobre 1974, le procureur général délivre les inculpations de 5 membres de la RAF. Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Holger Mainz et Jan Karl Raspe. Ils sont accusés de meurtre et leur procès est fixé à l'année suivante, à Steimheim. La prison, construite dans ce quartier de Stuttgart en 1963, est considérée comme la plus sûre d'Europe. Le procureur général a prévu de convoquer 1 millier de témoins et 70 experts pour soutenir l'accusation. « 8 novembre 1974. La 3e grève de la faim dure depuis 2 mois. Holger Mainz est un cadavre ambulant. Le jeune homme qui mesure plus d'1,80 m ne pèse plus que 40 kilos. Dans un message transmis à ses avocats, il écrit « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, vite. Je suis incapable de me lever de mon lit. » Prenant conscience du tragique de la situation, le directeur de la prison fait conduire Mainz sur une civière dans le bâtiment administratif. Quand l'un des avocats arrive, le jeune homme lui demande une cigarette. Il avale quelques bouffées et perd connaissance. Un médecin présent sur place constate le décès à 17h15. Le décès de Mainz a un effet dévastateur sur le moral de ses codétenus, mais pas vraiment sur celui d'Andreas Bader. Il faut dire que si le terroriste se montre intransigeant à l'égard des autres membres, il est beaucoup moins exigeant avec lui-même. En réalité, il ne fait pas vraiment la grève de la faim. Un jour, après une visite de ses avocats, il est pris de vomissements. Le contenu de son estomac révèle qu'il vient de manger des morceaux de poulet. Un autre jour, les matons retrouvent 200 grammes de rôti enveloppés dans un mouchoir que lui avait apporté un autre de ses défenseurs. Sans doute vexé d'avoir été pris en défaut,
Bader se montre alors agressif. Dans une note envoyée à Ulrike Meinhof, il écrit « Tu n'es qu'une connasse libérale. Tu ne pourras te libérer que par le combat et non pas en te regardant le nombril. » Même Gudrun Enslin en prend pour son grade. « Vous autres, les boniches, vous êtes vraiment une calamité », lui balance-t-il. La grève de la faim dure 140 jours. Elle prend fin le 2 février 1975. Les 4 membres survivants, Bader, Enslin, Meinhof et Raspe, ont été transférés à la prison de Steinheim, en prévision du procès. Ils sont autorisés à passer chaque jour plusieurs heures ensemble. L'arrestation des membres fondateurs de la fraction Armée Rouge n'a pas mis fin aux activités de l'organisation terroriste. Bien au contraire. À partir de 1972, une seconde génération d'activistes émerge et poursuit la lutte armée. 27 février 1975, Berlin. À 3 jours des élections municipales, Peter Lorenz, candidat des chrétiens démocrates de la CDU, est en tête dans les sondages. L'avocat, âgé de 52 ans, a fait la campagne sur le thème de la sécurité face à son adversaire de gauche. À 9h du matin, Peter Lorenz quitte son domicile dans le quartier de Dellendorf. 3 minutes plus tard, à environ 1,5 km de chez lui, un camion barre la route de sa Mercedes. Une voiture se range derrière la sienne et l'empêche de faire marche arrière. Le chauffeur de Peter Lorenz est assommé avec un bâton et le candidat est enlevé en plein jour. 24 heures plus tard, les ravisseurs envoient un Polaroid de l'homme politique et un message à la presse. Ils demandent la libération de 6 détenus, mais ne disent rien des 4 de la bande à Bader. Pendant une semaine, les conseillers du chancelier Helmut Schmidt négocient. Ils sont favorables à une réponse positive. Une solution est trouvée par l'intermédiaire de l'ancien bourgmestre de Berlin-Ouest, le pasteur Heinrich Alberts. Le 2 mars, celui-ci embarque à bord d'un avion avec les prisonniers à destination d'Aden au Yémen, où ces derniers sont libérés. Le 4 mars, dans la nuit, Peter Lorenz est conduit dans un parc de Berlin. Ses ravisseurs lui laissent un peu de monnaie pour qu'il prévienne sa famille. Le procès Bader-Meinhof s'ouvre le 21 mai 1975. Une salle d'audience a été spécialement construite pour l'occasion. Coût 12 millions de Deutschmark. Le bâtiment, qui se dresse au milieu d'un champ de pommes de terre, jouxte la prison de Stammheim. Des unités de la police montée patrouillent le secteur fermé par des haies de fil de fer barbelés. Le toit est protégé par un filet en acier, empêchant le largage d'engins explosifs depuis le ciel. Dès le premier jour, Andreas Bader transforme les débats en cirque médiatique. Se présentant sans avocat, il assure lui-même sa défense. Il se montre agressif et grossier. Il interrompt le président et parfois insulte ses co-accusés. Dans cette cacophonie, Ulrike Meinhof tente d'expliquer les motivations justifiant l'action du groupe. Selon elle, la guerre que mènent les États-Unis au Vietnam est la véritable définition du terrorisme. Les efforts de la journaliste sont vains. Le procès tourne au grand n'importe quoi. Agacée, Meinhof annonce lors d'une audience qu'elle quitte la salle. Le président lui ordonne de rester assise. Se tournant vers le magistrat, elle lance « Je ne laisserai personne me forcer à quoi que ce soit, espèce de connard !» Elle est expulsée pour le reste de la journée. Alors que Bader continue de faire son show, Meinhof sombre dans une profonde dépression. Samedi 8 mai 1976. Le procès dure depuis près d'1 an. Depuis sa cellule au 7e étage de la prison, Meinhof n'entend rien des cérémonies marquant l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne pense qu'à la fête des mères, prévue le lendemain. Le dimanche matin, à 7h34,
2 gardiens ouvrent la porte de la cellule 719. Ulrike Meinhof est pendue à la grille qui barre la fenêtre. Son visage est tourné vers la porte. 6 minutes plus tard, un médecin arrive sur place. Il constate le décès et note que le corps montre des signes de rigidité cadavérique. Meinhof a confectionné une corde en déchirant une serviette de toilette et en nouant les morceaux de tissu. Elle est montée sur un tabouret et a passé son cou dans le nœud coulant. Puis, elle s'est laissée tomber. Elle n'a laissé aucun message. Le 16 mai, 4000 personnes participent à ses obsèques au cimetière de Berlin-Mariendorf. 28 avril 1977. Après 192 jours d'audience et près de 2 ans de débat, le tribunal de Steimheim rend son jugement. Andreas Bader, Gudrun Enslin et Jan Karl Raspe sont reconnus coupables de 3 meurtres, de 6 tentatives d'assassinat et d'association de malfaiteurs. Ils sont condamnés à la perpétuité. « 5 septembre 1977, Cologne. Hans-Martin Schleyer, représentant du patronat allemand, rentre chez lui suivi par une escorte de 3 policiers. Alors qu'il s'engage dans une rue à sens unique, son chauffeur donne un brutal coup de frein pour éviter un landau au milieu de la chaussée. La voiture de ses gardes du corps pile trop tard et vient s'encastrer dans celle du patron des patrons. D'une Mercedes garée sur le trottoir surgissent 3 hommes armés de pistolets automatiques munis de silencieux. En moins d'1 minute, ils tirent à 30 reprises. Ils sortent Schleyer de son véhicule et le jettent dans un minibus Volkswagen. Ancien membre des jeunesses hitlériennes et des SS, Schleyer a été président du conseil d'administration de Daimler-Benz. Il est le symbole de l'incapacité des autorités allemandes à faire le ménage parmi les anciens cadres du nazisme. « 17 octobre 1977. Steimheim. Cela fait 5 jours que Bader, Enslin et Raspe suivent à la radio le détournement du Boeing de la Lufthansa parti de Palma de Majorque. Leur éventuelle libération dépend de la réussite de cette prise d'otage. À 23h, les gardiens du bloc 1 achèvent leur dernière ronde. Raspe et Bader demandent des pastilles pour la gorge et des antalgiques. Les médicaments leur ont été distribués. Dans son rapport de journée, le chef des matons indique « Rien à signaler ». À 2h du matin, les pirates de l'air sont maîtrisés sur l'aéroport de Mogadiscio, en Somalie. C'est l'échec du détournement pour les détenus. Ce qu'il s'est passé entre 23h et 7h41 du matin reste flou. La seule chose dont les flics soient certains est que Bader, Enslin, Raspe et Irmgard Müller ont convenu à l'avance d'un suicide collectif. Entre le 13 septembre et le 4 octobre, Bader a séjourné dans la cellule 715 avant de retourner dans sa cellule, la 719. C'est là qu'il s'est procuré un pistolet 7,65, dissimulé dans le mur en dessous de la fenêtre. Raspe s'était, lui, procuré un 9 mm qu'il planquait derrière le panneau acoustique couvrant les murs. Personne n'a pu établir comment il s'était procuré ces armes. Au cours de la nuit, Bader place le museau de l'arme à la base de son cou. La balle lui traverse le visage et ressort par son front à la hauteur de la ligne des cheveux. Dans la cellule 716, Raspe pose le pistolet sur sa tempe et presse la queue de détente. La balle lui traverse le crâne, ricoche contre une étagère en bois et se fiche dans le mur. Retrouvé vivant, il décède de ses blessures quelques heures plus tard. Dans la cellule 720, Enslin coupe le câble électrique de l'intercom, elle l'accroche à la grille de la fenêtre, le passe autour de son cou et fait basculer la chaise sur laquelle elle était juchée. Dans la cellule 725, Müller prend le couteau dérobé à la cuisine et se frappe à 4 reprises à la poitrine. La lame ne touche pas le cœur. La jeune femme est la seule à survivre. En apprenant la nouvelle du suicide collectif, les ravisseurs d'Hans-Martin Schleyer décident son exécution.
Dans un message adressé au quotidien Libération, ils écrivent « Après 43 jours, nous avons mis fin à l'existence misérable et corrompue de Hans Martin Schleyer. Vous le trouverez dans une Audi verte avec des plaques de Bad Homburg, dans la rue Charles-Péguy à Mulhouse. » Le texte est signé Commando Siegfried Hausner. 20 avril 1998. Une lettre de 8 pages arrive au bureau de l'agence de presse Reuters à Cologne. Dans ce message, la Rote Armee Fraktion annonce qu'elle se dissout et met fin à son action. La guérilla urbaine, telle que l'a menée la RAF, fait maintenant partie de l'histoire. La fin de ce projet prouve que nous ne pouvons pas triompher de cette manière. 28 années de lutte armée s'achèvent sans un regret et sans un mot pour les 34 personnes assassinées.